Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bristol Myers Squibb? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une compagnie qu'on a déjà eu analysée quantitativement et qualitativement. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques temps, enfin, il y a plusieurs mois, je pense en 2022, j'ai dû vous envoyer ici une note d'analyse sur Bristol Myers Squibb. Donc, vous savez à peu près ce qui se passe dessus en date d'aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent avoir une idée générale du secteur d'activité en date d'aujourd'hui, vous avez la note d'analyse sectorielle que vous pourrez retrouver dans la top newsletter. Donc, pour y avoir accès, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, vous cliquez ici, top newsletter, vous rentrez vos informations et vous recevrez les prochaines. Pour celles qu'on a envoyées dernièrement, vous pouvez la voir ici au niveau des free notes. OK? Donc, Bristol Myers Squibb, vous allez voir ici qu'on a une compagnie qui a de beaux chiffres. OK? Très souvent, on va la recommander ici parmi toutes les compagnies qui augmentent les dividendes depuis plusieurs années de manière stable et croissante. Il me semble, n'est-ce pas? Mais en termes de prix de l'action ici, c'est pas beau à voir. OK? On est plutôt sur du surplace. Si vous l'avez acheté ici aux alentours de, voilà, en 2016, ici, c'est le même prix qu'aujourd'hui. OK? Mais bref, on n'est pas là pour analyser le prix. On est là pour analyser les bilans financiers. OK? Les états financiers. Alors, ça nous donne quoi? Je fais le tour d'horizon comme d'habitude. Première chose, revenus, stabilité ou croissance. On a une croissance des revenus, une accélération sur ces dernières années. C'est quoi? Acquisition. OK? On a une acquisition ici. On a fait l'acquisition de quelle entité? Il faut regarder et vérifier. Donc, il me semble que c'est Allergan, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez Bristol Myers Squibb. Et encore, je n'aime pas me poser une question sans toutefois trouver la réponse ici. Allergan, est-ce que c'est ça? Global Agreement. Est-ce que c'est ça? Bristol Myers Squibb. Bouf. C'est pas plus grave. Donc, on peut avoir cette information-là ici. Donc, Wikipédia peut toujours nous la donner. On va regarder les dernières années, l'histoire. On a fait une acquisition quelque part. Turning Point Thérapeutique. Vous avez Mirati également. Myocardia qu'elle a acheté à 13 milliards. Donc, c'est pas elle, c'est Celgene plutôt qu'elle avait acheté à 21 milliards. C'est pas Allergan. Donc, c'est ça. Heureusement qu'on a vérifié. Toujours aller vérifier ici. Donc, Bristol Myers Squibb fait beaucoup d'acquisitions sur les dernières années. Tout simplement parce qu'elle a des blockbusters qui arrivent à expiration bientôt, qui vont tomber dans le domaine public. Donc, il y a de grandes chances que ces résultats commencent à peu près à faire du surplace si elle ne trouve pas un prochain remplaçant. Et il me semble qu'elle avait déjà quelques éléments en bonne position. Donc, j'oublie ces noms-là, donc je vous laisse aller regarder ça ici. Alors, au niveau des états financiers, croissance des revenus, etc., on sait que ce sont des acquisitions. C'est bien de faire des acquisitions ici, mais il faut intégrer les entités en question. Il ne faut pas les surpayer également. OK? Donc, en marge brute, qu'est-ce qu'on a? Plutôt stable les marges brutes, on va le dire. Marge EBITDA, plutôt croissante. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va rester à ces niveaux-ci pour les années à venir? Je n'en sais rien. En tout cas, depuis 2018, les marges EBITDA augmentent. C'est bien, mais est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Ensuite, on va regarder ici les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage, on voit ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income, surtout sur les dernières années. Donc, si on doit l'évaluer ici, on va jamais prendre en considération les free cash flow. Quoique les net income doivent être ajustés parce que si je mets les normalized net income, on a sans doute pris une charge extraordinaire ici. Vous allez voir qu'on n'a pas de négatif. D'accord? Parce que ça, c'est en dessous de zéro. Donc, si je les mets ici sur le même graphique, vous allez constater que ça nous donne quelque chose ici de plutôt stable. On va fermer ceci. Donc, vous voyez que les deux ici, c'est plutôt correct ici. Mais les free cash flow sont toujours plus élevés que ça. Donc, on a des questions à poser ici sur la raison pour laquelle les free cash flow sont plus élevés. OK? Donc, on continue. Alors, après avoir vérifié les net income et free cash flow, on sait qu'on va prendre les free cash flow ici pour la rentabilité du business. Maintenant, nombre d'actions augmente ou diminue? Il augmente. Après avoir diminué pendant plusieurs années, ici, 2009, presque 2 milliards d'actions. En 2019, ici, 1,6 milliard.
Et depuis 2019, fin 2019, septembre 2019, on est monté jusqu'à 2 milliards 200 et depuis 2021 ici, on amorce ici une baisse vers les 2 milliards 100. Donc, l'entreprise a dû émettre de nouvelles actions ici pour acheter une entreprise et elle continue à racheter ses actions. Donc, est-ce que le prix actuel est justifié? Il y a de grandes chances que oui. Mais pour une pharmaceutique, il vaut mieux généralement garder le maximum de cash ici pour faire de la recherche ou bien pour faire des acquisitions ici qui pourraient nous permettre ici d'obtenir des médicaments sans toutefois effectuer de la recherche. Et je vous avais mentionné dans une note d'analyse précédente sur ce secteur d'activité que le business model devenait de plus en plus le suivant. On rachète des petites compagnies pharmaceutiques ici, ou bien on les finance. Si elles trouvent quelque chose, on les rachète et on fait du cash avec. OK? Donc, si vous voulez investir sur les biotech, etc., ça peut être un bon moyen ici de le faire en passant par les pharma qui ont déjà eu à prouver qu'elles ont la capacité ici de trouver des médicaments ici qui pourraient être des blockbusters. Blockbusters, c'est généralement les médicaments qui ont plus d'1 milliard de revenus. Ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA, histoire de voir si elle est bien positionnée. Dette nette sur EBITDA, on a à peu près 1,7 fois les EBITDA. OK. Maintenant, dette nette en termes de volume, ça augmente ou ça diminue? C'est plutôt stable après avoir eu une dette nette négative en 2019. Donc là, elle a plutôt une dette nette stable ici. Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont l'intention de réduire cette dette nette-là? Ça serait intéressant. Pour le moment, la dette nette n'est pas un problème. OK? Pour le moment, tant qu'elle garde ce niveau de bénéfice net ou de free cash flow. OK? Maintenant, on a fait le tour. On va regarder maintenant le price to earning. Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business? Je vous dirais que pour Bristol Myers Squibb, on va être aux alentours ici des 10, non pas des 10, excusez-moi, des 15 à 17, 15 fois les bénéfices par là. Je pense bien. Et vous voyez ici que quand on prend les forward PE, donc les bénéfices nets ajustés, la médiane est à 17 fois. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 13 fois. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 16 fois. Donc 15, 16, 13, qu'est-ce qu'on prend finalement? Moi, je vous ai dit, je prendrais ici à 17 fois les bénéfices. Ce n'est pas si mauvais que ça, mais n'oubliez pas qu'elle a peut-être d'autres problèmes ici plus prononcés que d'autres entités. Donc, il faut faire attention. Quand on prend le price to free cash flow, vous allez voir que le multiple est encore moins élevé que ça. Surtout que le free cash flow ici représente généralement la véritable rentabilité de ce business. 17 fois les free cash flow. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 19 fois les free cash flow. Sur les 5 dernières années, nous avons 12 fois les free cash flow. Alors, pour garder à peu près tout ça équilibré, voilà. Le marché ici, sur les dernières années, ne paye pas des multiples très élevés. On va voir combien de fois il paye sur les 10 dernières années. Pour ce business, il paye à peu près 13 fois les bénéfices. Qu'est-ce que je devrais donc prendre? De toutes les façons, vous savez qu'on va prendre 3 niveaux de PER. OK? Si je le prends ici à 17 fois les bénéfices, je vais me dire, oh, c'est sous-évalué. Mais gardez toujours, voilà, la tête froide. Première chose que je vais regarder, parce que le débat sur combien de fois les bénéfices je devais payer, quel multiple je devrais utiliser ici, vous pouvez le retourner de cette façon. 1. J'ai un business ici qui me donne à peu près, on me demande de payer $52. Pour une entreprise assez prévisible, ok, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici, on me demande de payer ce prix pour recevoir $7,56 chaque année. Ça peut être un bon deal si le $7,56 est garanti pour les 10, 20, 30 prochaines années. Ça me fera un rendement annuel ici de combien? Donc, quand on prend le 7,56 divisé par le prix actuel, je mets 52 pour faire simple, 14,53%. Je dirais même 14,69%. OK? C'est intéressant, n'est-ce pas? Très, très intéressant. Donc, c'est un business, si vous l'achetez à ce prix-là, vous récupérez vos sommes de départ ici en moins de 7 ans. OK? Mais pourquoi est-ce que le marché nous présente cette compagnie-ci à ce prix? Il y a sans doute anguille sous roche. Il y a sans doute un médicament qui arrive à expiration sur les mois à venir. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde les bénéfices nets, les free cash flow actuels, je me rends compte qu'on s'attend à une légère diminution en 2024. Donc, il faut déjà que j'aille questionner pourquoi. OK? Donc, il faut être prudent ici. Vérifier s'il y a des médicaments de remplacement ici pour atténuer la perte ici des blockbusters actuels.
Et ne pas trop se précipiter. Tant mieux si elle garde à peu près le même niveau de revenus, de bénéfices nets et de marge. Mais si elle ne trouve rien pour remplacer les médicaments, en tout cas dans un avenir proche, ça va être assez sport. OK? Donc, pour moi aujourd'hui, l'heure n'est pas à sous-évaluer, etc. Elle paraît quantitativement sous-évaluée. Mais alors, tout le combat se passe au niveau de l'aspect qualitatif. Il faut que le business vous parle, que le management vous parle et également, il faudrait voir à peu près où est-ce qu'ils s'en vont avec les recherches actuelles. Bref, quelle est la stratégie, etc. Vous connaissez la chanson. En tout cas, si vous voulez prendre de l'avance, vous avez en description de la vidéo les notes d'analyse. Vous avez à peu près la note d'analyse sectorielle. C'est gratuit dans la top newsletter pour les prochaines. Et pour ceux qui veulent recevoir celle qu'on a envoyée dernièrement, vous avez dans les free notes, en bas de page, ici, vous pourrez les avoir. OK? Nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Bristol Myers Squibb, quantitativement, c'est très intéressant. Mais ça ne vient pas gratuitement. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Merci.